Donc, bonjour, merci à tous de nous rejoindre sur ce webinaire sur la prévention des RPS, donc intitulé Prévenir les RPS pour une meilleure qualité de vie au travail. Donc, c'est un webinaire qui durera à peu près 45 minutes avec une session à la fin du webinaire dédiée aux questions-réponses. Donc, on aura 15 minutes de questions-réponses. Avant de commencer, je voudrais vous faire une petite précision technique. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser en bas de votre écran, vous verrez un bouton qui s'appelle Q&R pour poser vos questions. N'utilisez pas le bouton discussion, le chat, parce qu'il est désactivé, donc privilégiez vraiment l'espace questions-réponses. Également, pour tous ceux qui voudraient récupérer de support, sachez qu'il sera disponible quelques jours après la diffusion de ce webinaire sur le site de Présence PACA Corse, ainsi que le replay du webinaire. On peut passer à la slide suivante. Donc, le webinaire est organisé par le réseau Présence PACA Corse, qui est une association qui regroupe 16 services de santé au travail de PACA et Corse. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des services de santé au travail de cette association sur le site présence-pacacorse.org dans la rubrique Le réseau. Et le webinaire du jour est organisé, a été co-construit par les services de santé au travail AISMT 13, GMSI 84, SAT Durance-Luberon et ST Provence. Alors, je vais laisser les intervenants se présenter. Avant cela, je me présente. Moi, je suis Cécile Sioni, je suis la chargée de communication de Présence PACA Corse. Et je vais laisser donc là, les intervenants, en commençant par le docteur Barantini, se présenter. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Barantini et j'exerce dans le Vaucluse sur le secteur de Carpentras. Bonjour à tous, je suis Pauline Baudin, je suis psychologue à l'AISMT 13, service de santé au travail sur les Bouches-du-Rhône. Bonjour, je suis Claire Caillat, psychologue du travail au service du STP, Santé Travail Provence, et on dessert tout le pays d'Aix. Bonjour à tous, je suis Monsieur Arnaud Bidotti, je suis psychologue stagiaire du travail à la santé au travail Durance-Luberon sur le secteur de Cavaillon et de Pertuis. Merci. Alors, pour continuer donc sur le plan de ce webinaire, donc on va commencer par une introduction. Ensuite, il y aura une définition des risques psychosociaux. On abordera ensuite la partie aspect juridique avant de passer aux trois types de prévention, tertiaire, secondaire et primaire. On verra ensuite quels sont les rôles du service de santé au travail inter-entreprise et pour terminer, une partie conclusion. Avant de laisser la parole à nos intervenants, juste, je vous fais également une précision. Si jamais vous rencontrez des problèmes de son, un conseil, vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter. En principe, ça permet de corriger le problème. Voilà. Donc, je laisse la parole à nos intervenants et donc c'est Pauline Baudin qui va commencer. Oui, donc juste pour introduire un peu ce webinaire, on voulait vraiment vous parler du fait que l'identité et le travail sont des choses qui sont très liées puisque le travail est l'une des composantes essentielles de l'identité de l'individu, c'est-à-dire qu'il contribue à sa construction. Il permet aussi à l'individu de développer son sentiment d'appartenance qui a pu être un peu mis à mal avec la crise du Covid. Le travail aujourd'hui est synonyme entre autres d'émancipation sociale, ça permet l'autonomie financière, d'apprentissage du vivre ensemble, car le monde du travail est un espace social nous obligeant à sortir de nous-mêmes, à interagir et à partager et à se confronter aux autres. Et c'est un synonyme aussi d'épanouissement par l'utilisation de savoir-faire spécifiques. Il y a un fort attachement en France à la valeur et à l'utilité sociale du travail, avec l'idée que le travail est bon pour la santé. Une des premières choses qu'on va demander à quelqu'un quand on le rencontre, c'est qu'est-ce que toi tu fais dans la vie ? On voit bien qu'à ce moment-là, que le travail est très important pour l'individu. Mais parfois, le travail peut être source de souffrances spécifiques, dont la gravité est quelquefois difficilement compréhensible par l'extérieur. C'est-à-dire que le travail est quelque chose de très important dans la vie, mais pourtant, quand quelqu'un a des difficultés au travail, on va avoir tendance à lui dire « Oh, mais ne t'en fais pas, c'est finalement qu'un travail ». Donc, il y a une forme de contradiction. Merci Pauline. Nous savons que la QVT a un lien fort avec les risques psychosociaux. Je vais donc lui donner la parole à Claire
afin qu'elle vous explique un peu la différence entre les deux et ce qui peut aussi les relier. Oui, donc c'est ça la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux, c'est deux concepts qui sont liés mais en même temps distincts. L'ANACT, donc l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, définit la qualité de vie au travail par cette pétale, donc il y a 6 pétales, et ça permet de voir les différents domaines qui touchent à la qualité de vie au travail. Et en fait, on voit que parmi ces domaines-là, il y en a 4 qui concernent aussi la prévention des risques psychosociaux. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que quand on prévient les risques psychosociaux, et le webinaire va vous donner des informations sur la façon de prévenir ces risques, en fait, on contribue largement à la qualité de vie au travail. Mais ce qu'on remarque, c'est surtout que la différence, c'est aussi un enjeu de communication. Parce que quand on parle risques psychosociaux, on est souvent sur un vocabulaire qui va faire peur, qui va être anxiogène pour les entreprises, tandis que qualité de vie au travail, on est tourné vers le positif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre des situations de travail, une organisation du travail et de mettre en place des éléments pour mieux, pour que cette qualité de vie au travail existe. Merci Claire pour ces informations sur la QVT. Je vais maintenant donner la parole à Béatrice pour qu'elle nous explique un peu l'impact des risques psychosociaux sur le bien-être psychologique. Donc, les chiffres sont assez parlants. Les différents facteurs de risque psychosociaux qui vont être détaillés sont responsables de la souffrance au travail pour 1/3 des femmes et 1/4 des hommes environ. Les risques psychosociaux, en fait, déséquilibrent la santé mentale pour 2/3 des managers et la moitié des salariés, ce qui n'est pas rien. Enfin, les risques psychosociaux, quand ils évoluent, peuvent aboutir à des syndromes dépressifs chez environ plus d'1/4 des travailleurs, ce qui est quand même assez énorme. Voilà. Voilà l'introduction terminée pour les risques psychosociaux. Je vous propose maintenant de passer à la partie définition afin que nous ayons un vocabulaire commun sur lequel nous exprimer. Et je vais passer la parole à Pauline sur la définition des risques psychosociaux. Oui, merci Arnaud. Donc, je pense que c'est important en effet qu'on ait une définition commune des risques psychosociaux. Donc là, je vais vous lire la définition du ministère du Travail sur les risques psychosociaux. Donc, les risques psychosociaux sont des risques professionnels d'origine et de nature variée qui mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont par conséquent un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. Donc, cette définition, elle est assez longue, mais elle a l'avantage d'être assez globale. Elle met bien en évidence que quand on parle de risques psychosociaux, on sait que ces risques ils sont plurifactoriels, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs types et il y a plusieurs niveaux pour ces risques-là, plusieurs niveaux de cause. Et on voit aussi avec cette définition que ces risques-là, ils ont des impacts, des effets variés selon les personnes. Et enfin, on sait que malheureusement, quand un salarié est confronté à ces risques et qu'ils sont mal régulés, on y viendra après, eh bien, ça va avoir un impact sur le bon fonctionnement des entreprises. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être des salariés qui vont être moins engagés, moins motivés et peut-être même absents si ces risques entraînent une dégradation des conditions de travail. Ces risques-là, on les appelle psychosociaux car ils sont à l'interface entre l'individu, le psycho, et sa situation de travail. C'est toujours une rencontre entre un individu en particulier et une situation de travail. Pourquoi je précise ça ? Tout simplement parce qu'un même individu soumis à une même situation, on va le refaire, deux individus différents soumis à la même situation de travail ne vont pas forcément réagir de la même manière. C'est donc toujours une rencontre. Quand on fait de la prévention des risques psychosociaux, on va essayer de travailler à des organisations qui préservent la santé physique et mentale de ceux qui la font vivre, c'est-à-dire donc les salariés. Pour continuer dans les définitions, j'avais envie de vous présenter cette balance des risques psychosociaux qui est intéressante pour bien comprendre comment on travaille sur ces risques quand on fait une évaluation des risques psychosociaux. L'idée est que dans toute organisation du travail, il existe des facteurs de risque, mais il existe aussi des facteurs de protection. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Si vous prenez par exemple le facteur de risque travail intense et complexe,
c'est-à-dire le fait d'avoir un travail complexe ou le fait d'avoir un travail intense. Ce n'est pas parce que vous êtes face à un travail complexe ou intense que vous êtes forcément stressé et que vous développez des troubles. Tout simplement parce que devant un travail complexe ou intense, on peut mettre en face des facteurs de protection ou appelés aussi facteurs de régulation. C'est-à-dire, si j'ai un travail complexe, mais que j'ai les bonnes compétences pour faire ce travail, que j'ai un bon soutien de ma hiérarchie ou de mes collègues de travail, que j'ai le temps de faire ce travail, et ben, le travail complexe ne va pas entraîner l'émergence de stress. En revanche, si j'ai un travail intense et complexe et que je n'ai pas le temps de faire ce travail, que je n'ai pas les compétences, que je ne peux pas m'appuyer sur mes collègues de travail, à ce moment-là, il va y avoir un déséquilibre. Et là, peut-être que je vais développer des troubles psychosociaux. Ça va se manifester de manière individuelle ou interindividuelle. Alors, quand je dis individuel, ça va être peut-être du stress ou d'autres choses. Ou ça peut être aussi de manière... Attends, excusez-moi. Ça peut aussi se manifester de manière interindividuelle, c'est-à-dire par des conflits ou d'autres choses. Et ensuite, ces troubles psychosociaux, ils vont avoir un impact sur l'organisation du travail. Donc, quand on fait une démarche de prévention des risques psychosociaux, on va essayer de repérer les déséquilibres qui peuvent être créés par les conditions de travail. Merci Pauline pour cette présentation de la balance des risques psychosociaux et de cette définition. Je vais maintenant passer la parole à Claire afin qu'elle vous présente les 6 facteurs de risques psychosociaux selon Golac. Voilà, donc il y a une classification qui existe, qui a été faite en 2011 par un sociologue qui s'appelle donc Michel Golac. Ça a été fait à la demande du ministère du Travail qui voulait essayer de classifier les différents facteurs de risque qui peuvent exister dans toutes les situations de travail rencontrées. Et ça a émergé à la création de ce rapport qui met en évidence 6 facteurs de risques psychosociaux. Et très souvent, c'est par rapport à cette classification-là qu'on se réfère pour comprendre les risques psychosociaux dans les entreprises. Donc, je vais vous les détailler un petit peu. D'abord, le premier facteur de risque, c'est l'intensité et la complexité du travail. Donc, dans ce facteur de risque, on va retrouver, par exemple, une quantité de travail trop importante par rapport au temps qu'on a pour la faire. Des rythmes de travail donc tendus ou parfois aussi trop faibles. Des objectifs qui vont être irréalisables. On peut avoir aussi tout ce qui est horaire atypique, donc de travailler la nuit, qui engendre des difficultés au niveau du rythme circadien, ou de pallier à un fort absentéisme. Par exemple, en période de Covid, c'est souvent ce que les travailleurs ce à quoi ils ont dû faire face. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, on a le deuxième facteur qui est l'exigence émotionnelle. Donc, l'exigence émotionnelle dans le travail, ça peut se traduire par plusieurs choses, soit lorsqu'on doit cacher ses émotions au travail, parce que dans la culture de l'organisation ou parce pour différentes raisons, on n'arrive pas à être authentique et on doit cacher ses émotions au travail. Ça peut être aussi lorsqu'on est en contact avec de la souffrance, dans des métiers où on est face à de la souffrance régulièrement. Ça peut être aussi quand on est en contact avec un public, qui peut être parfois agressif, en colère, mais aussi tout ce qui est lié à la peur ressentie sur le lieu de travail. Donc, une peur qu'on peut ressentir dans différents métiers. Ensuite, on a le troisième facteur de risque qui est l'autonomie au travail. Là-dedans, on va avoir tout ce qui est lié à l'absence de marge de manœuvre que la personne a pour faire son travail. Donc, est-ce qu'elle peut, par exemple, si elle ne peut pas s'organiser pour faire ses pauses, prioriser son travail, organiser son travail, ça peut être aussi le manque de prise d'initiative. Elle va être brimée dans ses initiatives, elle ne peut pas organiser son travail comme elle l'entend. Et également, on va retrouver ici tout ce qui est manque de clarté dans les processus, dans les objectifs à fournir, les missions. Dans notre quatrième facteur, ça touche à tout ce qui est rapports sociaux au travail. Donc là, on va retrouver tout l'aspect relationnel, donc relation aux collègues, relation à la hiérarchie, et ça vient parler aussi de tout ce qui est sentiment de reconnaissance, justice organisationnelle. Est-ce qu'on sent que on est traité de façon juste par rapport aux autres salariés dans l'entreprise? Et puis aussi, de manière générale, est-ce que dans notre entreprise, il y a une attention qui est portée au bien-être des salariés?
Dans le 5e facteur de risque, qui est les conflits de valeurs, on va parler du sentiment de qualité empêchée. C'est le fait de ne pas pouvoir assurer la qualité qui pour nous paraîtrait normale par rapport à ce qu'on a pu apprendre dans les règles de l'art de notre métier. On veut fournir une certaine qualité, mais on est empêché par l'organisation du travail, par le manque de moyens, le manque de temps, des choses comme ça. On va aussi retrouver des conflits entre la finalité de l'activité, donc ce pourquoi on fait la finalité de ce à quoi va arriver cette activité, et les valeurs personnelles ou professionnelles qu'on a. Ça peut être aussi un conflit de valeurs entre la façon dont la politique RH est faite dans l'entreprise et nous, nos valeurs personnelles et professionnelles. Donc là, on va retrouver l'absence de sens dans le travail. Et enfin, le dernier facteur, l'insécurité de l'emploi et du travail, c'est lorsque dans une situation de travail, on sait que des changements vont arriver, ou on a du mal à se projeter, à savoir comment il y a une espèce d'insécurité par rapport à la suite et une incertitude aussi par rapport à ce qui va arriver dans notre organisation du travail. Merci Claire pour ces informations sur les 6 facteurs de risque psychosociaux. Je vais maintenant demander à Pauline ce qu'elle peut nous dire un peu sur les différents troubles psychosociaux qui peuvent en découler. Oui, donc si on revient juste à la balance de tout à l'heure, vous vous souvenez, donc il y a les facteurs de risque psychosociaux qui existent, que vient de nous présenter Claire, et puis il y a des facteurs de régulation qui sont propres à chaque entreprise. Malheureusement, quand les facteurs de risque psychosociaux ne sont pas bien régulés, les différents troubles psychosociaux peuvent apparaître. Le plus connu de troubles psychosociaux, c'est le stress, le mal-être. Un autre qui est en ce moment très mis en avant, c'est le burn-out. Alors le burn-out, il faut faire attention, c'est un terme médical et spécifique qui va renvoyer à 3 dimensions qui sont l'épuisement professionnel, ça va être quelqu'un qui va vraiment se sentir vidé de ses ressources. La deuxième particularité de burn-out, c'est un salarié qui va développer du cynisme vis-à-vis de son travail, qui va avoir une attitude négative alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et la troisième particularité du burn-out, ça va être un salarié qui va perdre le sentiment d'accomplissement professionnel. Ensuite, en termes de troubles psychosociaux, on peut trouver les conduites addictives d'adaptation. Ça peut être, par exemple, un salarié qui va augmenter sa consommation de tabac parce qu'il est stressé au travail. Un autre trouble psychosocial, ça peut être aussi les violences internes ou externes. Ça va être les agressions physiques, verbales, comportementales ou même le harcèlement moral. Et enfin, le dernier trouble psychosocial qui est connu, c'est les troubles musculo-squelettiques, qui sont des maladies qui touchent les articulations, qui vont avoir une origine à la fois en lien avec des facteurs physiques, c'est-à-dire les gestes répétitifs ou d'autres choses, mais aussi, on sait bien que ces troubles musculo-squelettiques, ils peuvent être en lien avec des facteurs de risque psychosociaux, et notamment une forte pression temporelle ou d'autres choses. Et du coup, Pauline, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les indicateurs organisationnels qui peuvent alerter? Oui. Alors, il y en a plusieurs et dans plusieurs cadres. Alors, dans le cadre de la visite médicale du travail, c'est-à-dire dans le cadre des visites médicales auprès du service de santé au travail, ce qui peut vous alerter en tant qu'employeur, c'est l'augmentation du nombre de visites spontanées. Puisqu'on sait aujourd'hui que 70% des visites à la demande du salarié sont en lien avec des problématiques de risques psychosociaux. Bien sûr aussi, si votre médecin du travail ou votre équipe en santé au travail vous alerte par rapport à des indicateurs de santé négatifs, c'est-à-dire des troubles musculo-squelettiques ou l'augmentation de troubles cardiovasculaires, ça doit vous alerter. Dans le cadre général du travail, un acte violent sur le lieu du travail doit vous alerter. Une augmentation aussi des accidents du travail ou de trajets ou du turnover dans l'ensemble de l'entreprise ou dans une équipe en particulier doit vous alerter. Enfin, en termes d'indicateurs organisationnels, l'augmentation du taux d'absentéisme. Alors, il faut bien avoir en tête que dans le cas des risques psychosociaux, il faut être alerté quand il y a une augmentation des arrêts maladie de courte durée, c'est-à-dire de 2-3 jours, qui peuvent être un peu des arrêts maladie pour permettre aux salariés de souffler face à une ambiance de travail difficile. Si vous avez plusieurs personnes qui demandent à partir à la retraite de manière anticipée, qui veulent absolument partir d'un service, des demandes de mutation, ça doit vous alerter.
Enfin, s'il y a un service où personne ne veut aller, ça doit être alertant. Et du coup, quels sont ceux qui doivent alerter chez les collaborateurs? Alors, qu'est-ce qui peut vous alerter comme manifestation chez vos collaborateurs? Tout changement ou variabilité au niveau du comportement. Ça peut être aussi un collaborateur qui vous dit qu'il est fatigué, qu'il a du mal à se concentrer, un collaborateur qui s'isole et qui a tendance à se replier sur lui-même, un collaborateur qui peut-être va moins soigner son apparence ou qui va moins respecter ses horaires de travail. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, un collaborateur qui est souvent absent et toute attitude qui traduit un défaut d'entrain ou de motivation ou encore une lassitude continue. Très bien, merci pour ces définitions. Je vais laisser la parole à Béatrice afin qu'elle vous présente l'aspect juridique des risques psychosociaux, dans quel aspect légal cela s'inscrit. Alors, cette partie-là est particulièrement anxiogène pour les entreprises et à juste titre parfois. Donc, l'employeur est le garant de la sécurité et de la santé physique et mentale de tous ses salariés. Pour cela, il a à sa disposition la prévention, et on va la détailler par la suite, l'information, la sensibilisation, la formation, tout ce qui relève de l'organisation et des moyens adaptés, matériels ou financiers. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les notions de harcèlement moral et de harcèlement sexuel qui sont très importantes, qui sont une forme de violence et qui font partie intégrante des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, donc les RPS, comme n'importe quel autre risque, doivent être évalués et retranscrits dans un document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels et qui doit être en plus mis à jour annuellement. C'est un cadre légal. On ne peut pas faire comme on veut. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît, Arnaud. Un autre, non, c'était la précédente. C'est pas fini. Il y a un autre document très important, c'est le règlement intérieur pour les entreprises, qui est obligatoire à partir de 20 salariés, qui reprend les notions d'hygiène et de sécurité, de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, et aussi qui détaille le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Et ce règlement intérieur n'est pas toujours pris au sérieux, et c'est bien dommage, puisqu'il permet déjà l'information aux salariés de ce qu'ils risquent quand ils ne respectent pas les règles de bonne conduite sur le lieu du travail. Ensuite, l'employeur, au niveau de son obligation de sécurité de résultat, a ou doit avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié ou ses salariés. C'est extrêmement important. Et il y a deux notions qui sont rattachées à cela. Enfin, la première, donc, c'est qu'il doit avoir la conscience du danger, et la deuxième, c'est qu'il doit tout mettre en œuvre pour lutter contre ce danger. Dans le cas contraire, s'il y a un accident du travail, malheureusement, ou une maladie professionnelle, le salarié peut avoir une action de recherche en faute inexcusable de l'employeur. Avec deux exemples bien connus, celui de l'amiante en 2002 et celui de France Télécom plus récemment en 2019, où la désorganisation complète de l'entreprise a entraîné du harcèlement moral avec un certain nombre de suicides consécutifs, d'où des sanctions a priori très lourdes pour ces entreprises qui n'ont pas pris en compte ces RPS de manière objective et sérieuse. Pour revenir à l'obligation de sécurité et de résultat, avec la notion de conscience et de mesures à mettre en place, la jurisprudence est un petit peu plus douce depuis 2015, puisque avec l'arrêt Air France, en fait, on n'est plus dans une obligation de sécurité et de résultat, mais plutôt d'une obligation de moyens. Donc, si l'employeur peut prouver qu'il a vraiment tout mis en place de manière consciencieuse et régulière pour lutter contre n'importe quel danger, il n'y a pas que les RPS, à ce moment-là, il n'est pas reconnu coupable. Et c'est quand même une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont désireux d'être dans la légalité. Voilà. Merci Béatrice pour cet aspect juridique. Je vous propose maintenant de passer aux trois types de prévention des risques psychosociaux primaires, secondaires, tertiaires, et je vais redonner la parole à Béatrice afin qu'elle vous présente les trois types de prévention ainsi que le type de prévention tertiaire. Alors, pour faire schématique, on peut associer la prévention tertiaire à de la réparation, c'est-à-dire que le dommage est fait,
il faut trouver un remède. La prévention secondaire est plutôt de la préparation à permettre aux salariés, quand ils rencontrent un danger, d'y faire face, tout simplement, et d'avoir les ressources internes pour le gérer. Quant à la prévention primaire, c'est de la pure anticipation. Il faut un petit peu deviner à l'avance tout ce qui pourrait se passer et comment on pourrait y faire face, tout simplement. Donc, prochaine. Donc, pour ce qui est de la prévention tertiaire, c'est surtout l'accent sur l'individu et non pas sur le collectif. Donc là, on s'occupe de la personne avec sa problématique physique ou psychologique et on va la prendre en charge au niveau de sa souffrance. Les objectifs, effectivement, c'est de ne pas la laisser tomber, de l'accompagner dans toutes ces démarches, qu'elles soient médicales, sociales ou autres, en gérant les 3 dimensions, physique, cognitive et psychosociale, pour que ces manifestations de stress puissent diminuer. Et l'on sait que cela passe par un système hormonal, la noradrénaline, le cortisol, afin de favoriser le retour au travail. Donc, il y a quand même un impact très physique, très biologique. Ce n'est pas uniquement dans la tête des gens et il faut vraiment le prendre au sérieux. Donc, l'intérêt d'une prévention tertiaire qui, malheureusement, s'appuie sur des dommages déjà existants, c'est que le risque zéro n'existe pas. Donc, même s'il y a une prévention primaire et secondaire extraordinairement bien faite, le risque d'avoir un risque psychosocial est important quand même. Ça permet, même si la personne va partir de l'entreprise, d'éviter qu'elle soit complètement exclue du monde du travail et qu'elle puisse retrouver un travail dans une autre entreprise. On limite un peu la casse, entre guillemets. La limite, elle est simple, c'est que c'est la plus utilisée parce que c'est la plus visible, mais en même temps, c'est la moins efficace sur le long terme puisqu'on attend d'avoir la problématique pour la résoudre, sachant qu'on garde quand même parfois des séquelles de sa mauvaise expérience et qu'on fait une association négative avec le travail dont il faut se défaire, mais souvent, c'est compliqué d'enlever cette idée chez les personnes qui ont beaucoup souffert. Donc, comme je le disais, il faut accompagner les personnes de manière psychologique. Bon, ça semble évident. Un suivi médical classique, ça semble aussi évident. L'accompagnement juridique n'est pas forcément toujours, entre guillemets, envisagé, mais il faut surtout y penser et puis l'utiliser. Après, il n'y a pas forcément que le quotidien. Il y a aussi des événements qui sont exceptionnels. Comme par exemple un attentat, un suicide, un décès, un grave accident corporel, qui peuvent être également pris en charge en aigu par des équipes qui sont formées ou par des cellules ou par des numéros verts qui peuvent éventuellement être appelés, alors, parfois 24 heures sur 24, parfois il y a des limites de temps, mais bon, après chacun peut trouver sa solution, surtout quand il est accompagné. Après, il y a un réseau qui se met en place et les gens ne sont pas laissés seuls. C'est le plus important. Merci Béatrice pour la prévention tertiaire. Nous allons descendre maintenant un peu dans le processus et voir la prévention secondaire et je vais laisser la parole à Pauline pour qu'elle vous présente. Oui, donc la prévention secondaire, dans ce type de prévention, on va mettre l'accent sur l'individu et non sur l'organisation. La prévention sur l'organisation, Claire vous en parlera après. Donc dans la prévention secondaire, on met l'accent sur l'individu, c'est-à-dire qu'on va essayer de lui proposer des actions visant à réduire les atteintes sur la santé, sur sa santé, essayer de réduire l'atteinte des risques psychosociaux sur sa santé. L'objectif de cette prévention, ça va être donc d'outiller le salarié pour lui apprendre à faire face aux risques psychosociaux et d'améliorer par conséquent ses stratégies d'adaptation face au RPS et peut-être aussi de développer ses ressources aux salariés. Donc l'intérêt de la prévention secondaire, c'est que il y a certains facteurs de risque psychosociaux qui sont inhérents à l'activité. Si vous prenez par exemple le contact avec le public, ce facteur de risque psychosociaux, dans la plupart des métiers qui sont en contact avec le public, on ne peut pas le supprimer, puisqu'il est inhérent à leur activité. Donc, il faut leur apprendre aux salariés à gérer peut-être les conflits qui vont pouvoir survenir dans ce contact avec le public ou peut-être se relaxer quand il y a eu des événements difficiles. La limite de la prévention secondaire, c'est que quand on mène seulement des actions de prévention secondaire, ça peut donner le sentiment que l'entreprise reporte exclusivement sa responsabilité sur le salarié. C'est-à-dire que c'est le salarié qui doit gérer et pas l'organisation qui doit être modifiée. Alors, quelques exemples d'actions, sachant qu'on n'a pas pu tous les mettre.
Le premier exemple, c'est la formation, la sensibilisation sur les risques psychosociaux, soit auprès des salariés, soit surtout auprès des équipes de management. Ça peut être aussi de former les collaborateurs à des techniques de gestion du stress, à la relaxation ou à d'autres choses. De former le management au management. De former, comme je le disais tout à l'heure dans mon exemple, à la gestion des conflits, à la gestion des incivilités, à comment faire face à toutes ces situations. Ça peut être aussi de travailler sur des bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques puissent être transmises ou puissent être expliquées aux nouveaux arrivants. Ça peut être la mise en place aussi de team building pour créer de la cohésion dans les équipes. Et enfin, notamment dans le médico-social, ça peut être de mettre en place des pratiques d'analyse, des pratiques professionnelles. Merci Pauline pour la prévention secondaire. Nous allons descendre une dernière fois dans le processus et je laisse la parole à Claire pour qu'elle vous présente la prévention primaire. Merci Arnaud. Donc, dans la prévention primaire, on va agir sur les causes du mal-être à un niveau donc non plus individuel, mais vraiment collectif et organisationnel. On va venir mettre en réflexion, mettre en question l'organisation du travail. Donc, ça implique une analyse et une réflexion sur l'organisation et le travail. Les objectifs, c'est de repérer les facteurs de risque pour les supprimer et puis aussi de repérer les facteurs de protection pour les renforcer et les augmenter. Donc, on va en fait venir mettre en place des actions organisationnelles et collectives. Les intérêts de cette prévention-là, c'est qu'elle a bien été étudiée comme la plus efficace pour réduire les risques psychosociaux et les impacts, ils s'évaluent vraiment sur le long terme. C'est du travail de la mettre en place en amont, mais il y a vraiment un retour sur investissement. Les limites, c'est que ça implique une remise en question et des changements qui vont s'opérer sur le long terme. Donc, c'est un travail qui va être vraiment plus à voir sur une année ou 2 années et puis à suivre tout au long du plan de prévention. Et puis, ça nécessite une méthode et des outils. Ça nécessite un cadre de travail. Dans les exemples d'action de la prévention primaire, on peut avoir par exemple la mise à jour du volet risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques professionnels dont vous parlez Béatrice tout à l'heure. Donc dans ce document unique qui doit être mis à jour tous les ans, regarder la partie risques psychosociaux et venir voir si cette partie-là, elle a été réfléchie en concertation avec aussi les salariés, les représentants du personnel et la direction, pour que ce soit une évaluation du risque collective. Ça peut être de conduire une démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc ça, je vais vous le décrire un petit peu plus loin, comment on peut conduire ce type de démarche. La prévention primaire, ça passe aussi par tout ce qui va être politique RH. Quels sont les accords d'entreprise qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on va mettre en place des plans de formation? Est-ce qu'il y a une politique de lutte contre les discriminations, d'intégration des travailleurs handicapés? Quand il y a un accident du travail qui arrive, est-ce qu'on regarde pourquoi il est arrivé et on essaye de mettre en place des changements d'organisation par rapport à cet accident? C'est toutes ces questions-là dans la politique RH. Ça peut passer aussi par la passation d'un questionnaire de bien-être, les baromètres, pour voir comment ça évolue et comment les salariés se sentent. Ça va passer aussi par le rôle et l'importance accordée aux délégués du personnel, au CSE. Et enfin, un contrôle régulier de l'état des locaux et des outils pour s'assurer que les salariés ont le matériel adapté pour réaliser leurs tâches. Merci Claire. Voilà pour les 3 types de prévention des risques psychosociaux. Je vous propose maintenant de passer à la partie de quel est le rôle du service de santé au travail interentreprise dans cette problématique et je vais laisser la parole à Béatrice afin qu'elle vous présente le rôle du médecin du travail. Alors, donc, en tant que médecin du travail, donc, je reçois les salariés, je les écoute, je fais un examen physique classique tel qu'on le connaît et également, je travaille avec d'autres professionnels de santé ou autres, paramédicaux, etc. Donc, je fonctionne en équipe pluridisciplinaire comme tous les médecins du travail en France. Et ça, c'est depuis plusieurs années que c'est mis en place. Pour ma part, j'ai une infirmière en santé-travail, 2 intervenantes en prévention des risques professionnels et 2 secrétaires médicales dans mon équipe.
Après, il y a d'autres effectivement intervenants, mais le noyau dur, c'est ça. Donc, je peux effectivement constater qu'il y a une incompatibilité entre le maintien au poste et l'état de santé de la personne. Donc, j'ai deux possibilités, en gros, c'est-à-dire marquer des restrictions en sachant qu'une restriction est temporaire, ou demander un aménagement de son poste de travail, l'aménagement étant un petit peu plus permanent, mais nécessite quand même la validation de l'employeur, sa participation bien entendu au respect de ce que l'on marque. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas respecté, cela peut avoir des conséquences légales, mais en même temps, le but, c'est que la personne puisse effectuer son travail du mieux possible, et le mieux, c'est que tout le monde s'entende. Malheureusement, s'il n'y a pas de possibilité de restriction ou d'aménagement, on peut éventuellement s'orienter sur une inaptitude médicale au poste de travail, qui est une inaptitude uniquement dans un poste dans une entreprise et pas dans le travail en général, avec reclassement dans l'entreprise ou sans reclassement, surtout quand il s'agit d'un problème de contexte environnemental qui est délétère. En général, on coche la case sans reclassement, mais c'est une décision qui est médicale à ce moment-là. Sinon, l'employeur est dans l'obligation de chercher un reclassement. Il le trouve ou il ne le trouve pas, mais il doit le chercher. Ensuite, ce qu'il faut savoir, et souvent on peut être amené à avoir des résistances de la part de certaines entreprises à rentrer dans l'entreprise, on a accès au lieu de travail. On a vraiment accès au lieu de travail, on ne peut pas nous l'interdire pour réaliser des études de poste, des études des conditions de travail. Merci. De manière, entre guillemets, collective, je peux faire un courrier d'alerte auprès de l'employeur et du CSE si l'entreprise est de taille suffisante, quand j'estime qu'il y a quelque chose d'inquiétant, voire un réel danger, mais de manière anonyme, bien entendu. Sinon, de manière individuelle, je peux également aider le salarié à faire valoir ses droits sociaux, donc toutes les aides auxquelles il peut prétendre, y compris l'employeur d'ailleurs. Et également un avis circonstancié pour l'employeur, pour une personne en particulier, quand je vois qu'il y a des problématiques plus personnelles. Tout doit être écrit, y compris la réponse de l'employeur au médecin du travail. C'est aussi une notion légale et très importante parce que sinon, en cas de litige, il n'y a pas de trace quand ce n'est pas écrit et pour se défendre, après l'employeur n'a pas grand-chose. Donc, tout écrire vraiment en réponse au médecin du travail. Voilà. Merci Béatrice pour ce rôle du médecin du travail. Je vais maintenant passer la parole à Claire pour qu'elle nous présente un peu le rôle de l'IPRP dans cette problématique, ainsi qu'une démarche de prévention RPS dont elle a parlé juste avant. Donc, le rôle des intervenants en prévention des risques professionnels dans le service de santé au travail, c'est des professionnels qui sont toujours missionnés par le médecin du travail, donc qui font partie de l'équipe du médecin. Et chaque service de santé au travail va proposer des actions différentes en fonction du nombre d'IPRP qu'il a. Mais il propose des actions en faveur de la prévention des risques psychosociaux. Donc, dans les IPRP, on va avoir par exemple des psychologues, des ergonomes ou des ingénieurs santé-sécurité. Les interventions qui peuvent être proposées pour prévenir les risques psychosociaux, ça va être des consultations individuelles psychologiques pour les salariés, des sensibilisations ou des ateliers sur les risques psychosociaux, sur les violences au travail, par exemple, sur le management, des conseils ou accompagnements à la démarche de prévention, donc la démarche de prévention que je vais vous présenter juste après, de l'aide à l'intégration du volet risques psychosociaux dans le document unique, la prise en charge d'événements graves et potentiellement traumatiques, et l'accompagnement dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, la démarche de prévention des risques psychosociaux, c'est une démarche qui se place en plusieurs étapes et comme je disais tout à l'heure, c'est une démarche qui s'opère sur un temps assez long. D'abord, il y a une analyse du contexte, donc faire l'état des lieux et des indicateurs d'alerte dans l'entreprise, les indicateurs que Pauline dont vous a parlé tout à l'heure. L'étape 2, c'est la présentation d'une intervention, la construction de l'intervention dans un groupe projet qui est référent, qu'on peut appeler aussi comité de pilotage, qui va intégrer différents acteurs de l'entreprise
et de façon à avoir une représentativité des différents acteurs, donc à la fois salariés, employeurs, délégués du personnel, différents services, différents niveaux hiérarchiques. Et à partir de ce groupe projet qui a pour but de prévenir les risques psychosociaux, on va pouvoir mettre en place une démarche et se demander est-ce qu'on va faire plutôt passer un questionnaire, faire des groupes de travail, faire des entretiens individuels. Tout ça, c'est le comité de pilotage qui le décide. Dans la 4e étape, il y aura donc une restitution des résultats au groupe projet. Et à partir de ces résultats, on va élaborer un plan d'action. Et le plus important, c'est de suivre ce plan d'action et de s'assurer que les actions qui ont été décidées soient mises en place au fur et à mesure du temps. Donc, les principes et les outils d'intervention. Les principes, c'est vraiment une implication et un engagement à la fois du CSE, de la direction, des différents salariés qui vont faire partie de ce groupe projet, une volonté de remettre en question l'organisation. Il y a aussi le fait d'être dans une démarche participative et une communication globale à tous les salariés de l'entreprise. Et on va avoir donc pour ça plusieurs outils qui vont nous être utiles. Il y a des outils que vous pourrez retrouver sur le site de l'INRS, donc qui donnent des questionnaires ou des guides d'entretien pour des entretiens individuels ou collectifs pour faire émerger les facteurs de risque et aussi trouver des pistes de solutions. On va avoir aussi le questionnaire Satin, Everest et Karasek qui là vont donner une photographie statistique des facteurs de risque. Et donc, bien sûr, les entretiens individuels et collectifs qui peuvent être utilisés à ce moment-là. Sur les modes d'accompagnement, il y a certains services de santé au travail qui vont conseiller la démarche, certains qui vont vraiment l'accompagner et être présents lors des comités de pilotage. Et parfois, ça peut être aussi de faire appel à des cabinets extérieurs. Donc, il y a le réseau I3R PACA qui existe, où vous pourrez trouver des cabinets qui vont être agréés pour ces questions-là. Et il y a un nouveau site internet aussi qui est sorti sur le site de l'ANACT qui s'appelle Réflexe QVT, où vous pouvez trouver des cabinets adaptés à votre problématique et qui sont aussi agréés, référencés, donc preuve de qualité. Donc là, c'est des petits exemples que nous avons mis pour montrer des exemples de moyens de prévention qui peuvent être mis en place pour chacun des facteurs de risque. Donc, par exemple, pour le premier facteur, on va avoir de faire des entretiens réguliers avec le manager pour prévenir justement une trop grosse charge de travail, ou en tout cas les conséquences d'une trop grosse charge de travail et prévenir en amont comment réguler cette charge de travail. Pour les exigences émotionnelles, tout à l'heure, Pauline parlait du contact avec le public. Ça va être, par exemple, d'améliorer la signalisation pour que le public soit mieux orienté et peut-être moins en difficulté au moment où il arrive devant le salarié. Au niveau de l'autonomie au travail, on peut avoir des temps où les salariés peuvent proposer leurs idées pour améliorer l'organisation du travail et donc être dans l'initiative. Pour les rapports sociaux au travail, ça peut être par exemple l'organisation d'événements conviviaux dans l'entreprise. Pour pallier aux conflits de valeurs, ça peut être de créer des espaces pour parler de l'activité et retrouver du sens dans son travail. Et enfin, dans l'insécurité de l'emploi et du travail, on peut, par exemple, communiquer, expliciter la vision, les résultats de l'entreprise, être plus transparent pour diminuer l'inquiétude des salariés. Merci Claire pour cette présentation. Nous approchons de la fin de ce webinaire. Nous allons donc pouvoir passer à la conclusion, qui est une petite synthèse de tout ce que nous avons dit durant cette séance. Je vais laisser la parole à Béatrice pour qu'elle nous fasse la conclusion. Donc, il faut retenir que le document unique d'évaluation des risques professionnels est extrêmement important, que nous sommes là pour aider les entreprises à le mettre en place, à les conseiller, éventuellement à les orienter sur telle ou telle personne. Donc, ne pas rester avec son document unique tout seul et surtout ne pas hésiter à nous appeler parce que les RPS, quand on les prévient, c'est vrai que c'est pour le bien-être du salarié, mais il y a également tous les autres salariés autour ainsi que l'entreprise et sa performance, sa productivité et donc un état général collectif.
Donc, ce n'est pas égoïstement réservé à une personne, c'est vraiment pour l'ensemble. Voilà. Je vais redonner la parole à Cécile pour qu'elle vous termine le webinaire et qu'on puisse passer aux sessions de questions-réponses. Merci à vous tous. Pauline, je veux bien que vous passiez à la slide suivante. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en utilisant le bouton QR questions-réponses. Avant de passer donc à cette session de questions, je vous précise donc que le replay du webinaire ainsi que le support PDF seront mis en ligne sur le site présence-pac-corse d'ici une semaine dans la rubrique agenda. Donc, il suffit de revenir sur le webinaire concerné et vous aurez les supports qui sont mis à disposition. Donc, on va passer à la session de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas non plus, si vous avez besoin de précision, à vous rapprocher de votre service de santé au travail. Comme vous l'expliquait le docteur Barontini, les professionnels de ces services sont là pour vous accompagner et pour répondre à vos questions en termes de prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux en particulier également. J'ai une personne qui a mis juste un bonjour. Je ne sais pas si c'était pour poser une question. Qu'elle n'hésite pas à poser la question s'il y avait besoin. Bon, visiblement, vous avez, avec la présentation, vous avez répondu aux questions. On a anticipé. On a tout anticipé. Oui, apparemment, l'intervention était concise, d'après les commentaires que je peux lire. Et ça n'a pas suscité de questions particulières. Tout était très clair, bon, vous voyez. Ah, si, je vois. Alors, est-ce que la mise en place d'un questionnaire... Alors, attendez, hop, j'ai perdu la question. Oui. Est-ce que la mise en place d'un questionnaire pour l'ensemble des salariés sur l'amélioration du bien-être dans l'entreprise est une bonne idée? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question? Oui, ben, en effet, la mise en place d'un questionnaire pour l'ensemble des salariés, c'est une des formes de prévention primaire, puisqu'on va venir regarder au vu des résultats ce qui ressort et pouvoir voir ensuite comment mettre en place des actions. C'est sûr que par contre, seulement faire un questionnaire, ça peut générer des attentes et créer de la frustration si si le questionnaire traduit des difficultés dans le travail et que l'entreprise ne fait rien derrière, là, ça peut avoir un impact négatif. Mais à partir du moment où on passe un questionnaire et qu'on prend en compte les résultats, c'est de la prévention primaire. D'accord, merci beaucoup, Claire. Bon, je regarde, il y a quelques questions qui sont arrivées. Donc, il y a une personne qui s'interroge pour savoir quand il y a un manager d'équipe avec qui il y a des tensions, comment le travail de projet semble compromis ou en tout cas stérile. Donc, en fait, c'est comment arriver à démêler une situation un peu complexe avec un manager, peut-être une personnalité qui est difficile. Quelles peuvent être les clés, les pistes de solutions sur ce genre de situation? Alors, moi, je peux essayer d'y répondre. Après, c'est vrai que c'est difficile d'y répondre comme ça, sans connaître le contexte. C'est vrai que s'il y a plusieurs personnes qui se plaignent d'un manager qui serait, entre guillemets, toxique, ce qui est le plus important, en fait, c'est de recevoir individuellement chaque salarié, d'essayer de
d'analyser avec chaque salarié les situations de travail problématiques en essayant vraiment de comprendre en fait ce qui se joue. Et en fonction des éléments recueillis, et ben, ça va justement dépendre des éléments recueillis. Et en tout cas, en fonction de ces éléments, on peut mettre en place une organisation un peu différente. Voilà. Mais dans ces cas-là, le plus important, c'est quand même de recevoir les salariés qui sont en difficulté, de les écouter et de prendre en compte ce qui se passe sans forcément tout de suite mettre en place des actions parce que parfois, c'est assez compliqué. Mais voilà. Et de recevoir aussi la personne, entre guillemets, toxique, puisque elle-même peut-être a besoin d'être entendue, aidée, accompagnée, parce que elle n'en a pas forcément conscience ou tout simplement elle-même est surchargée par d'autres choses et donc à ce type de comportements qui peuvent être mal vécus. Merci beaucoup. Une question assez concrète. Est-ce qu'il existe un document d'aide dans les relations hiérarchiques? Vous avez à votre connaissance, est-ce qu'il existe ce type de document qu'on pourrait trouver quelque part c'est un petit peu pareil, c'est peut-être bien de préciser la question. Après, il existe plein de lectures en fait sur comment gérer peut-être les relations hiérarchiques en entreprise, comment gérer les personnalités difficiles. Enfin, il y a énormément de littérature en fait sur ce sujet. Donc, je ne sais pas trop si j'ai pu répondre là, mais... Ok. On sera peut-être, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre ou qui appellent peut-être des précisions, on a les mails des personnes qui ont posé les questions, donc on pourra vous répondre a posteriori pour vous apporter plus de précisions. Hein. Au niveau, alors on a encore un peu de temps pour les questions. Est-ce que, alors je dis la question, est-ce que l'employeur peut demander, alors la santé au travail, je suppose, lors d'un entretien de reprise, d'être vigilant sur certains points? Est-ce que oui, l'employeur donc, peut se permettre de demander au service d'être vigilant sur certains points? Alors, je ne sais pas lesquels, mais est-ce que c'est possible que l'employeur ait ce type d'échange avec vous? Alors, je vais répondre à la question. Il est même souhaitable que l'employeur soit relativement transparent s'il a un problème avec un salarié ou qu'il constate un comportement anormal. On ne demande pas à un employeur de faire un diagnostic, certainement pas. Par contre, tout être humain est capable de voir si une autre personne est en difficulté ou pas, ou semble différente, puisqu'on avait parlé des changements dans le comportement des personnes qui pouvaient être un témoin de RPS. Donc oui, il faut communiquer avec le médecin du travail, il faut même lui écrire, puisqu'encore une fois, je l'insiste, il y a notion d'avoir fait son job et de pouvoir le prouver. Après, c'est confidentiel, bien entendu, jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que je pense que l'employeur doit prévenir son salarié qu'il est inquiet, sans forcément rentrer dans les détails, et qu'il a demandé au médecin du travail de le recevoir pour en discuter avec lui. Parce qu'envoyer quelqu'un sans le prévenir qu'on l'envoie pour une autre chose que la visite périodique, c'est pas forcément constructif, voire stérile, parce que moi, étant dans la confidentialité avec l'employeur, je ne vais pas dire au salarié, votre employeur vous envoie parce qu'il y a tel ou tel souci, qu'est-ce que vous avez à me dire? De manière peut-être plus diplomate, mais en gros, c'est ça. Donc, du coup, je suis un petit peu pieds et poings liés et je peux pas forcément insister parce que si j'insiste, à un moment donné, il va me voir arriver avec mes gros sabots. Donc, qu'on soit solidaire, que l'on partage un ensemble de choses tous ensemble, le salarié, l'employeur et moi, c'est quand même fondamental pour que je puisse après travailler sur la question. Mais encore une fois, le secret médical est respecté, le diagnostic ne sera jamais donné, l'employeur parle d'un comportement anormal et moi, après, je fais mon travail de médecin et de médecin du travail. Mais je pense qu'il faut être transparent, vraiment, pour que les choses puissent bouger, parce que si ça se fait en toute discrétion, voire même trop discret, ça peut pas vraiment aboutir à des choses concrètes. C'est vrai que parfois c'est douloureux d'en parler, mais c'est un petit peu l'obligation, je pense. Après, c'est un avis personnel de ma façon de travailler. Ok, merci beaucoup.
Une question, alors comment réussir à faire la part dans les risques psychosociaux de ceux générés par l'entreprise et ceux issus de la vie personnelle d'un salarié? J'imagine que la question c'est assez compliqué. Est-ce que quelqu'un veut se risquer à répondre à cette question? Je peux essayer si Oui. j'ai pas trop barbé à la question. Non, allez-y, c'est intéressant. Je pense que c'est difficile, en fait, c'est quasiment même impossible. Ce que je peux dire, c'est, enfin, d'après mon expérience personnelle, c'est que souvent le milieu professionnel révèle parfois des difficultés personnelles et que ça met en ébullition une problématique qui pouvait peut-être exister avant, mais qui n'était pas forcément apparue. Après, c'est pas une obligation, hein. On peut toujours avoir un problème professionnel qui est à 100% responsable de RPS, mais c'est quand même très délicat. Donc, l'employeur et l'entreprise ne sont pas stigmatisés d'emblée dès qu'il y a une problématique non plus. Ce serait peut-être le danger après ce webinaire. Même s'il y a du turnover, même s'il y a des marqueurs, des indicateurs, il faut faire attention parce que chaque personne est un individu à part entière et unique. Chacun a sa propre histoire. Et après, voilà, c'est très intriqué tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin souvent d'une équipe pour faire la part des choses, pour avoir des opinions différentes, un regard différent et ne pas se précipiter à des conclusions un petit peu hâtives parce qu'en matière de RPS, donc c'est un sujet subjectif. C'est un ressenti, c'est très sensible. On peut vite peut-être faire plus de mal que de bien en voulant bien faire. Et ça, c'est toujours un danger pour les professionnels qui les prennent en charge. Okay. Merci beaucoup. Et tout le monde est d'accord avec moi, bien entendu, parce que j'ai deux psychologues qui peut-être m'écoutent. Compléter les propos du docteur Barontini. En tout cas, moi, je dirais que de toutes les façons, l'employeur ne peut pas se préoccuper, enfin, ne peut pas savoir, se préoccuper, comment dire ça, ne va pas pouvoir, lui, en tout cas, prendre en charge une problématique personnelle. Donc, je lui conseillerais, en tout cas, s'il repère des indicateurs qui lui font penser qu'une personne est en souffrance, de quand même travailler sur la prévention primaire des RPS qui permettront de toutes les manières d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble des salariés et du salarié qui est peut-être en souffrance personnellement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, même si on a le sentiment que un salarié a une problématique personnelle, c'est pas pour ça qu'il faut quand même, il faut quand même essayer de réfléchir sur la prévention primaire des RPS. Ok, merci. On va peut-être prendre une dernière question parce qu'on arrive, on approche des 15 heures. Quels sont les effets de la crise sanitaire actuelle sur les risques psychosociaux? Est-ce qu'on peut déjà donner quelques retours sur ce qu'on a vécu et sur l'impact que ça peut avoir sur les risques psychosociaux? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à donner? Il y a eu un webinaire de fait, a priori déjà. Oui, alors il y a en effet un webinaire qui a été fait sur ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'être en télétravail total a un impact sur l'émergence des risques psychosociaux, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le télétravail, je dirais, altère le sentiment d'appartenance, change les manières de communiquer, crée de la distance ou du surcontrôle, puisque c'est vraiment ce qu'on a pu observer, c'est-à-dire qu'il y a des managers qui sont devenus très contrôlants ou au contraire très à distance, alors qu'on sait bien qu'il y a besoin d'un équilibre. Donc, oui, la crise sanitaire aujourd'hui a un impact sur les risques psychosociaux et en effet, on pourra vous envoyer en plus des documents sur ce sujet. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de questions là, qui sont arrivées durant la session là, des 15 minutes. Donc, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on a toutes les questions et les mails des personnes qui ont posé les questions. Donc, ne vous inquiétez pas, on pourra vous répondre, prendra le temps de vous répondre après le webinaire. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous invite encore une fois à consulter le site présence-pacaccords.org pour retrouver le replay et le support de ce webinaire. Quand vous allez quitter le webinaire, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour une petite enquête de satisfaction. Ça prend quelques instants d'y répondre. Il y a 4-5 questions. Donc, merci d'y répondre. Ça nous permettra d'améliorer les prochains webinaires.
Voilà, et merci beaucoup à tous, aux intervenants et à tous les participants et à tous ceux qui nous ont posé des questions. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.